Alors on démarre cette dernière partie sur l'histoire alpine, en fait au niveau des ocres, puisque finalement les ocres sont un peu à la frontière entre les 2 parties de l'histoire. Bon, la formation des ocres et des bauxites est finalement relativement mal datée. On sait simplement qu'elle a commencé au moment de l'immersion au Crétacé moyen, 90 millions d'années, mais elle a pu se poursuivre sur une période, relativement longue, jusqu'au retour de la mer qui n'a lieu qu'il y a 20 millions d'années. Bon, c'est quand même plutôt plus ancien. Alors, simplement, le domaine des bauxites au sud, le domaine des ocres au nord. Vous voyez que les ocres, il n'y en a pas que dans le secteur d'Apt. Il y a des ocres à Mormoiron. Il y a un sentier des ocres d'ailleurs à Mormoiron. Bon, on ne le fera pas parce qu'on ne peut pas tout faire. Et puis donc j'ai appris en fait en montant ce diaporama qu'il y avait également des ocres de l'autre côté de la vallée du Rhône, entre Alès et Bagnols-sur-Cèze. Les ocres de la Tave, sur lesquels j'essaierai d'aller faire un tour un jour, éventuellement. Bon, les ocres d'Apt, sont bien évidemment les plus célèbres, c'est, celles qu'on va voir cette semaine. Voilà, donc là, vous avez une carte, beaucoup plus détaillée. Alors les orques sont à Roussillon, évidemment, autour de Gargas, c'est là que sont les mines de Brouilloux et puis là, vous avez le secteur de Rustrel, donc avec le Colorado provençal. Sur la formation des ocres, je vous en dis pas plus. Encore une fois, je vous renvoie à cette excellente vidéo donc de C'est pas sorcier, sur laquelle il y a absolument tout et de façon très simple et très pédagogique. Je vous donne également l'adresse, du site dont j'ai tiré la carte détaillée des ocres que vous avez vu tout à l'heure, qui est assez bien fait. Voilà, sur la géologie du massif aucrier et qui reprend les points essentiels. Bon, et j'imagine que lors de la visite des mines de Bruyou, on va avoir tout un tas d'explications également sur la façon dont ces ocres étaient exploités et ensuite traités. Alors on poursuit notre histoire, donc en fait, les ocres ont commencé à se développer au moment de l'inversion de la tendance. C'est-à-dire qu'on commence à faire converger l'Afrique et l'Eurasie, du coup on va fermer tous les domaines océaniques, précédemment ouverts, en commençant par, le sillon nord-pyrénéen qui va donner naissance donc, à la chaîne, pyrénéenne, en fait, ce qu'on appelle les chaînes pyrénéo-provençales à l'Éocène, vers 40 millions d'années. Alors, le principe, il est simple, donc l'Espagne s'éloigne en ciseaux donc de la Bretagne, mais percutée par l'Afrique, elle va opérer une rotation et remonter vers le nord pour venir fermer ce sillon, voilà, la partie est de ce sillon, alors que le golfe de Gascogne reste ouvert à l'ouest. Donc la partie est de ce sillon va se refermer et donner naissance donc aux chaînes pyrénéo-provençales. Voici une reconstitution de l'Europe, donc au Lutétien, 45 millions d'années, au moment juste après l'émergence de la chaîne pyrénéenne. Vous retrouvez ici le sillon nord-pyrénéen fermé, donc la chaîne pyrénéenne est en place. On a juste un domaine, encore en eau qui est au sud. Donc ça, c'est tout le domaine aragonais qu'on avait évoqué en 2015. Ici, vous retrouvez ce qui est probablement la faille des Cévennes. Et puis là, vous avez donc l'axe Ventoulure, qui est la limite vers le nord de tous ces chaînons, provençaux. Bon, ça c'est à grande échelle. Si on passe à échelle un peu plus réduite au niveau de la France, alors vous avez ici, les structures alpines proprement dites, beaucoup plus récentes et tous les chaînons pyrénéens, pyrénéo-provençaux, sont ceux qui sont en rouge ici. Le plus au nord ici, l'axe Ventoulure et après ensuite vous retrouvez le Luberon, les Alpilles et puis toutes les chaînes provençales dont on a parlé tout à l'heure. Ça se poursuit, au nord de Montpellier. Vous avez en particulier ici la région du Pic Saint-Loup, le sud de la Montagne Noire, les Corbières, et puis tout ça se raccorde donc à la chaîne pyrénéenne proprement dite, depuis le Roussillon jusqu'au Pays basque, tout à fait à l'ouest, en dehors de cette image. Bon, tous les auteurs s'accordent à dire, que l'apparition du relief Ventoulure s'est fait essentiellement à cette époque, à l'Éocène, en lien avec la formation de la chaîne pyrénéenne, même si, et on le verra après, ça a été retouché après, au moment de la formation des Alpes. Alors la suite de l'histoire, après l'Éocène, ça va correspondre ensuite à la fermeture du bassin, téthysien, donc de l'océan, le plus important qui était au sud. Donc vous voyez un tout petit morceau en rose ici. Et alors paradoxalement, à l'Oligocène, ça va avoir une conséquence, c'est que cette fermeture de l'océan alpin va provoquer dans le secteur où on est, alors ça va arrêter la compression nord-sud et ça va provoquer au contraire une extension dans cette direction et donc toutes ces failles ici, là, vont fonctionner en extension et vont donner naissance à des fossés d'effondrement, dont le fossé d'Alès que vous avez ici.
Alors, c'est l'Oligocène, hein, qui est vraiment une période de transition. Comment est-ce que, alors qu'on est en train de rapprocher l'Europe de l'Afrique, on peut avoir une extension dans ce secteur-là? Bon, c'est assez simple. Alors oui, bon, pour trouver ces fossés, hein, voilà, donc là, vous avez une reconstitution, une coupe qui ira en gros de l'ouest à l'est. Alors, au moment de l'Oligocène, bah, l'océan, piémontais, ligure, alpin, la Thétis, vous l'appelez comme vous voulez, a déjà disparu. Donc la partie européenne de la croûte plonge sous la partie italienne et en fait, hein, l'ancienne croûte océanique, complètement chargée d'eau, très refroidie et très lourde, bah, elle plonge ici et c'est elle qui, tire vers le bas toute cette croûte européenne et donc ça provoque en fait à l'arrière une distension localisée et l'apparition de ces fossés. Ce fossé en fait, on en a déjà parlé très souvent, et l'an dernier pour la dernière fois, c'est le fameux rift périalpin. Il y a tout ce système de fossés qui court ici à l'ouest et au nord de l'arc alpin. Alors depuis le fossé de Bohême ici, en passant par la plaine, d'Alsace, hein, donc qui est vraiment un élément spectaculaire de ce rift, qui est vraiment un fossé d'effondrement limité par 2 failles sur les 2 bordures, entre les Vosges et la Forêt Noire. Vous avez également le fossé de la Bresse, entre le Jura et puis les reliefs ici, du nord du Lyonnais, les Limagnes. Bah, autour du Cantal, il y a le bassin d'Aurillac et le bassin de Saint-Flour dont on avait parlé l'an dernier et puis alors dans le secteur qui nous intéresse, ici, vous avez la faille des Cévennes qui guide l'ouverture donc du fossé d'Alès. On a l'impression qu'il y a rien ici plus au sud-est. En fait, là, vous reconnaissez peut-être la faille de Nîmes et en réalité, il y a bien des petits fossés qui s'ouvrent également dans ce secteur-là, bah, dont le fossé de Saut-Aurel, hein, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure et puis le système de fracture de Banon qui est là. Le fossé de Saut-Aurel et son prolongement ici vers le sud-est. Alors à l'Oligocène, aucun de ces domaines bas ne va devenir franchement marin. C'est plutôt occupé par des lacs et de temps en temps, comme la mer n'est quand même pas très loin, on a des arrivées d'eau marine, mais qui restent isolées du domaine, marin franc et donc comme on est toujours dans un climat tropical, ces arrivées d'eau marine, bah, ça donne naissance à des lagunes qui vont s'évaporer et donc il va se passer exactement la même chose qu'au Trias, c'est-à-dire que heu, au milieu de ces dépôts oligocènes, on va avoir des quantités plus ou moins importantes de gypse. Alors, je vais vous montrer ici une carte géologique. L'Oligocène, hein, l'avantage, c'est qu'il se reconnaît très bien parce qu'il est en rose. Voilà. Donc, vous voyez que l'Oligocène, on en a évidemment partout ici au fond du fossé d'Aurel, dans les prolongements ici plus au sud-est et jusqu'à Sénanque, dans tout le cœur du synclinal d'Apt, ici, bah, dans tout le bassin de Mormoiron, et puis également dans tout le secteur ici autour des dentelles de Montmirail et de Suzette, et également à Montbrun. Bon, on verra l'Oligocène plusieurs fois cette semaine. On pourra vérifier déjà dès le lundi que c'est bien un domaine continental, puisque c'est là qu'on verra la dalle à empreintes de mammifères à côté de Viens. Bon, et on a en particulier les empreintes de rhinocéros, de petits rhinocéros, qui évidemment faisaient pas de l'apnée, hein, donc on était bien dans un domaine continental. Et puis, comme on a donc ces eaux marines salées qui arrivent de façon régulière, on a des accumulations de gypse et en particulier ici dans le secteur de Mormoiron. Alors, c'est bien ce gypse de l'Oligocène qui est exploité, heu, en carrière et non pas celui du Trias. Ce gypse de l'Oligocène, on a une des plus grandes carrières de France, qui est la carrière de Signa, donc finalement on n'ira pas voir, hein, parce que j'ai pas eu de réponse. Alors exploitation aérienne et exploitation également en carrière, ce qui est le cas d'ailleurs de pas mal d'exploitations de gypse dans le bassin parisien. Bon, nous en fait le gypse on le verra à Mormoiron, dans les anciennes carrières et en fait on le verra très bien. Voilà, ça c'est une photo qui a été prise dans ces anciennes carrières de Montmoron où on aura l'occasion d'aller se promener un petit peu. Et alors, on arrive maintenant à la dernière phase, hein, de l'histoire, hein, qui est le Miocène. Alors en fait, à partir du milieu du Miocène, on va avoir les phases alpines principales qui vont commencer à se mettre en place. Mais avant ça, entre la fin de l'extension à l'Oligocène et le retour de la compression au Miocène, la mer, le milieu marin, va réenvahir le secteur où on est. Et c'est bien un milieu marin franc, alors qu'à l'Oligocène, encore une fois, c'était quelque chose d'un peu lagunaire.
Voici une reconstitution de l'Europe, alors au Burdigallien, on est au début du Miocène. Ouais, donc vous voyez que, à l'exception de quelques zones ici autour de l'Italie, pratiquement toute la géographie actuelle est en place. Et alors, on a à cette époque-là donc un sillon marin qui va repénétrer depuis l'embouchure du Rhône, en contournant toutes les Alpes jusqu'à la mer Noire. C'est pour ça qu'on a appelé ça parfois le sillon Miocène périalpin. Une petite parenthèse, voilà, à cette époque-là, la Corse et la Sardaigne ont atteint leur position actuelle. Elles se sont éloignées et on a ici donc un bassin océanique qui s'est ouvert entre la Provence et la Corse et la Sardaigne. Alors si on zoome sur les rivages de la mer du Miocène qu'on sait reconstituer assez précisément dans le secteur qui nous intéresse. Alors voilà au Burdigaliens, entre 20 et 16 millions d'années, quelles étaient les limites de cette mer Miocène. Donc on voit que c'était un grand sillon marin qui partait effectivement de la Camargue jusque vers la région de Genève. Et puis, on voit que cette mer s'étendait là ici un peu plus à l'est, en fait, entre la Durance et le secteur qui nous intéresse. Donc on avait un sillon marin ici au nord de l'axe Ventoux-Lure, au sud. Et en fait, les seules zones émergées étaient, le sommet du Ventoux, le sommet de la montagne de Lure. Par contre, on voit qu'il y avait bien des dépôts marins. Enfin, la mer passait dans le fossé d'Aurelle. Effectivement, on verra des dépôts de cette période-là, dès le 1er jour, dès le dimanche, puisqu'on ira les voir donc, dans le secteur d'Aurelle. Ici, vous avez quelques secteurs émergés vers le Luberon. Cette mer du Miocène, elle a déposé des dépôts qui sont, assez caractéristiques et emblématiques du secteur. En fait, c'est une pierre de construction très recherchée, très utilisée, y compris par les Romains. Alors, elle se présente sous cet aspect-là, quand elle est le plus spectaculaire. Ça, c'est à Sommin de Vaucluse, donc c'est vraiment des dépôts marins, franchement marins, mais très peu profonds et en fait, ce sont des sables calcaires, c'est tout un tas de débris de coquilles qui sont brassés par des courants et qui les déposent comme ça sous forme de rides, donc on essaiera de décortiquer, un peu plus en détail et donc cette pierre, heu, est exploitée en carrière, donc c'est ce qu'on appelle la pierre du Midi. Elle a été très utilisée par les Romains pour les principaux édifices emblématiques de cette région, à commencer par le pont du Gard, mais les arènes de Nîmes sont également construites en pierre du Midi et puis, tous les édifices romains de Vaison-la-Romaine et puis la plupart des villages de ce secteur. On ira à Gordes, Gordes est construit sur cette, molasse du Miocène, heu et enfin, on voit la molasse dans le village de Gordes et les constructions sont faites avec cette pierre. Le terme de molasse, qui est pas très élégant en fait, désigne simplement que c'était une pierre qui était utilisée pour faire des meules. Alors en fait, ça la mer est restée dans ce secteur-là jusque vers 12 millions d'années. Donc en gros, de 20 à 12 millions d'années, on a un épisode marin qui a duré à peu près 8 millions d'années, pendant lequel se sont déposées ces mollasses, qui en fait sont partout dans le paysage et qu'on verra pratiquement tous les jours. Alors ici, c'est tout ce qui est en jaune. Donc on les verra près d'Aurel, le dimanche. Le lundi, on les verra à Viens. Le mardi, on les verra à Beaune de Venise. Le mercredi, on les verra à Sommin de Vaucluse. Le jeudi à Gordes et le vendredi dans le secteur de Montbrun. Et alors en particulier ici au nord du Ventoux, dans le secteur de Montbrun, ce que j'essaierai de vous montrer vendredi, c'est que ces dépôts du Miocène sont très fortement, heu, déformés par le chevauchement du mont Ventoux. Et en fait, on a ici, là, au nord du chevauchement du mont Ventoux, des dépôts du Miocène qui sont très déformés, pratiquement redressés à la verticale et qui montrent bien que, le Ventoux a continué à bouger après le dépôt du Miocène, donc à des périodes très récentes, donc moins de 10 millions d'années, ça correspond vraiment à la formation des Alpes. Voilà, donc je vous remets cette carte, vous avez ici là le chevauchement frontal du Ventoux qui effectivement, déforme complètement les dépôts du Miocène dans le secteur de Montbrun. Alors, je vais terminer par un zoom sur un secteur tout à fait à part, qu'on ira voir mardi, qui sont les dentelles de Montmirail, dans le massif de Suzette-Gigondas. Alors, qu'est-ce qui fait que ce secteur est particulier? Bon, je reviens à une très grande échelle. Donc, le massif de Suzette-Gigondas, il est ici. Alors, en fait, c'est un carrefour entre 3 grands accidents.
Bah, les failles de Nîmes, dont j'ai parlé au début, l'axe Ventoullure qui est là, et puis alors on est à la terminaison sud d'une troisième faille ou fracture, zone de faille, dont j'ai oublié le nom, mais qui elle a un rôle très, très particulier. Alors je vous ai dit tout à l'heure que, quand on fait glisser, tous ces dépôts calcaires très épais sur, la couche de «crème» entre guillemets du Trias, beh, ça glisse et puis vous savez ce qui se passe quand vous essayez de manger un millefeuille par exemple, hein, la crème elle essaye de s'échapper sur les bords. Sauf que là, il y a pas de bord, donc en fait, la seule façon dont la crème peut s'échapper, c'est essayer d'emprunter une des failles pour atteindre la surface. C'est très exactement ce qui s'est passé le long de cette faille. En fait, on a 3 remontées de Trias, on en a 2 au nord et puis une ici en plein milieu du massif de Suzette. Alors les remontées de sel, heu, dans les failles, hein, c'est des choses qui sont très, très fréquentes. C'est des structures qui ont été très étudiées, qu'on appelle des diapires. Le principe est simple, hein, c'est vraiment le principe du tube de dentifrice. Voilà, on compresse et donc la partie molle, beh, remonte vers la surface, alors en déformant tout ce qu'il y a autour. Elle peut s'arrêter avant. Alors en général, quand c'est le cas, on repère le dôme en surface par des déformations et par des remontées d'eau salée. Je vous dis que ça a été très, très étudié parce que ces déformations ont tendance à créer des pièges à pétrole et la plupart des gisements pétroliers, en particulier, hein, du golfe Persique, sont liés à des dômes de sel. Et puis alors quand ces structures arrivent à la surface, hein, c'est ce qui est le cas donc du massif de Suzette, vous voyez qu'elles redressent toutes les formations sur les bordures pour les verticaliser et voilà. Donc en fait là, ce schéma, il est vraiment adapté aux dentelles de Montmirail. Bon voilà, là vous avez des images de diapirs, donc vues par satellite dans le golfe Persique, donc dans une zone désertique. Donc les diapirs, ce sont toutes ces taches, un peu plus sombres, hein et encore une fois, pensez à l'effet tube de dentifrice, donc là c'est, on appuie et ça remonte ici. Une image un peu plus rapprochée de ce diapir qui est là, donc vous voyez les dimensions, hein, quelque chose qui fait même pas 10 kilomètres de diamètre, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait là vous avez une espèce de bouillie de alors c'est du Trias là également, hein, donc une espèce de bouillie de calcaire et de gypse et puis vous voyez que sur la bordure, beh, toutes les couches sont, ça se voit particulièrement bien ici, redressées à la verticale. Donc le massif de Suzette et les dentelles de Montmirail, beh, c'est très exactement ça. Alors vous voyez quand même que d'un point de vue géologique, hein, ça c'est la jonction des 2 cartes, c'est quand même particulièrement complexe. Bon, mais quand même, quand on regarde dans les grandes lignes, on voit, voilà, une espèce de couloir qui correspond en fait au couloir entre les 2 failles de Nîmes, dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, c'est pareil d'une dizaine de kilomètres et qui en fait à l'Oligocène ont fonctionné également, elles aussi, en fossé d'effondrement, comme la plaine d'Alsace, comme les Ligmagne, comme le fossé de Sceaux et donc on a des dépôts de l'Oligocène dans l'axe de cet ancien fossé. On en trouve également aussi, à l'extérieur. Et puis alors après, au moment du Miocène, au moment de la reprise de la compression, et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a eu cette remontée de sel, ce diapir. Alors il n'est pas circulaire comme en Iran, mais on le voit très bien là, il est ici, hein. Le Trias, il apparaît en orange et en marron. Et ce Trias en remontant, alors vous le verrez ce Trias, hein, vous verrez cette espèce de bouillie de calcaire et de gypse, hein. Bah, il a redressé tout ce qu'il y a sur les bordures, pratiquement à la verticale. Alors en fait, pas tellement ici au nord-est, hein, ça a été redressé un peu, mais pas beaucoup. De toute façon, on n'ira pas dans ce secteur-là. Vous voyez qu'au sud, c'est même carrément complètement broyé, hein, toute cette petite zone-là, elle est, extrêmement difficile à comprendre. Par contre, c'est un peu plus clair ici, là, au sud-ouest, dans le secteur de Baume de Venise, Vaqueras, où les dépôts du Miocène et de l'Oligocène ont été progressivement redressés. Alors là, c'est assez joli d'ailleurs, hein, parce que quand on est un petit peu plus loin au sud-ouest, bah, les dépôts du Miocène sont quasi horizontaux et puis la pente augmente, 20°, 30°. Nous, on ira en fait à Notre-Dame-d'Aubune où ils sont redressés à 45° et puis carrément quand on est ici, ils sont verticaux. Et alors après là, vous avez ce panneau calcaire où vous avez les dentelles de Montmirail, qui elles effectivement, hein, sont quasiment redressées à la verticale. Alors la seule chose dont vous n'avez pas l'explication ici, c'est, pourquoi en réalité y en a-t-il 3? Parce que vous avez, celles qu'on ira voir nous de près et puis vous avez ici les dentelles sarrasines et les dentelles des Florets. Bon ça j'essaierai de vous l'expliquer sur le moment parce que vraiment là c'est un peu trop complexe pour arriver à vous le faire comprendre.
simplement sur ce schéma-là. Voilà. Par contre, simplement le principe du fonctionnement du gapir, hein, et j'espère est, relativement clair.